Merci. À partir toujours d'insectes, mais ceux qui produisent de la lumière et pas ceux qui viennent quand on les attire. Donc vers luisant et lucioles, Ok. les insectes bioluminescents, enfin, on donnera sûrement la définition. Tu as pu récupérer du coup la version. Parfait. Bonjour à tous. Fabien Verfailly, je remplace aujourd'hui une collègue qui devait vous faire la présentation. Et donc, je vais utiliser sa présentation. C'est Élise Leroyer qui, malheureusement, n'a pas pu être présente. Mais je vais avoir plaisir à vous partager un certain nombre de données sur les lampiridés. On abordera les lampiridés de Bourgogne-Franche-Comté en particulier. Je suis loin de mon territoire puisque je suis vendéen. Mais je vais faire de mon mieux pour être au plus adapté à votre territoire en la matière. Et puis, on a quand même pas mal d'espèces en commun. Alors, je représente en particulier l'Observatoire des vers luisants et des lucioles. C'est une structure qui a été mise en place en 2015, qui est une structure qui est coportée par le groupe associatif Estuaire que j'ai la chance de présider et le CNRS, en particulier un laboratoire qui s'appelle Labocea, qui est basé à Brest et qui nous accompagne sur cette thématique depuis 2015 désormais. On travaille sur un sujet particulier qui a été abordé à plusieurs reprises jusqu'ici dans cette salle, c'est celui des sciences participatives. Notre démarche n'est pas une démarche naturaliste au sens le plus strict, mais de plus en plus une démarche naturaliste. Et on embarque dans l'aventure le plus grand nombre de personnes possible. En l'espace de 10 ans, c'est environ 50 000 personnes qui ont contribué à un moment donné ou à un autre à l'aventure. Et c'est 130 000 témoignages qui ont été recueillis sur les lampiridés en France, avec cette démarche très particulière des sciences participatives. Alors, on s'appuie sur un site internet, il vient tout juste d'être renouvelé. On en avait un qui était mauvais, mais qui faisait le job depuis 15 ans. Et cette année, on a la chance d'ouvrir un nouveau site. Il a été ouvert pour une espèce en particulier. Je reviendrai un petit peu dessus après. Mais du coup, il est ouvert à toutes les espèces de lampiridés par défaut. Et on y trouve un certain nombre, j'allais dire, de fonctions utiles. Bien sûr, signaler une observation, mais aussi accéder à des documents naturalistes qui permettent d'aller jusqu'à l'identification au sens le plus strict du terme, accéder à un certain nombre de documents et publications, et puis aussi accéder aux données elles-mêmes, ce qui est une évolution très forte par rapport au système qu'on avait précédemment, où les données étaient bancarisées et puis elles disparaissaient, entre guillemets. Et là, pour l'ouverture de ce site, on a pu prendre le temps de remobiliser quasiment toutes les données qu'on avait collectées en 10 ans. Je dis quasiment tous parce qu'il manque une grosse partie des données de l'année 2024 encore. Mais petit à petit, on est en train de combler le trou dans l'exploitation des données. Alors, qu'est-ce qu'un témoignage utile? Alors, vous êtes pour la plupart des naturalistes et vous avez une très bonne idée de ce qu'est qu'un témoignage utile, mais ce n'est pas si évident que ça pour le grand public. Donc, pour nous, ce qu'on va qualifier de témoignage utile, c'est une date d'observation, un lieu précis. Jusque-là, on demandait des adresses, on avait souvent et même seulement une commune comme information. Désormais, le système qu'on a mis en place nous permet de faire remonter les points GPS avec beaucoup de précision. Une description de l'événement lumineux. Est-ce que c'était une lumière forte, faible? Est-ce qu'elle clignotait pas, au sol, en vol? Il y a tout un tas de façons de décrire cette lumière. La couleur, est-ce qu'elle était verte? Est-ce qu'elle était bleue? Et puis, parfois, on avait une photographie qui nous était jointe par mail un peu plus tard que la donnée était transmise. Aujourd'hui, le site internet permet la transmission directe des photographies et d'associer directement les photographies à l'observation. Et ça constitue un énorme pas pour nous. On le voit hein, sur la page précédente. On a ouvert le site en début d'été. Donc en quelques mois, on a reçu plus de 4000 photos de lampiridés. Quasiment tous des lampiridés, je n'ai pas les statistiques en tête, mais je pense que sur les 4292 photos, il doit y en avoir 10 qui ne sont pas des lampiridés, qui sont des erreurs, ou parfois des observations encore plus belles que juste un lampiridé au hasard. Et donc, ça permet de faire remonter cette fois-ci des données beaucoup plus naturalistes. Et dans quelques cas, il nous arrive de solliciter un échantillon parce qu'on observe un truc qui
qui nous laisse un peu dubitatifs, voire pantois. Je pense à des photographies cette année qu'on a pu recevoir qui montraient des vers luisants très clairement parasités, alors qu'il n'y a rien de tel dans la littérature, ou qui nous montraient une espèce qui pourrait être nouvelle pour la France, pour la science. En tous les cas, qui correspond à rien de ce que ça devrait être à l'endroit où ça a été vu, avec des discussions avec les observateurs. Je vous le disais, on travaille avec du grand public. Le grand public, il n'a pas envie de prélever. Et donc, quand on demande de l'échantillon, en règle générale, dans 9 cas sur 10, soit on n'a plus de nouvelles de la personne, soit elle nous dit gentiment non, j'ai pas envie. Ils sont trop bien dans mon jardin ou trop bien là où je les ai vus. C'est une des limites de l'exercice, c'est que le grand public ne prélève pas comme un naturaliste aurait quelque part moins de remords à prélever pour vérifier. Et ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on réussisse à faire évoluer les pratiques. Parce que, et comme ça a été évoqué par mes collègues de l'OPI il y a quelques instants, l'ADN peut être aussi une piste et on n'est pas obligé de tuer un animal pour prélever son ADN. On a fait des essais sur des vers luisants. Il y a des endroits sur le corps du ver luisant où on peut piquer pour prélever une goutte d'hémolymphe de façon très simple, largement suffisante pour obtenir de l'ADN. Il existe des papiers, notamment une boîte norvégienne qui fabrique des papiers qui stabilisent l'ADN et un prélèvement n'a pas besoin forcément d'être maintenu à sec ou à température froide ou quoi que ce soit. Et donc, il y a des nouveaux outils de terrain qu'il faut qu'on envisage de déployer dans les milieux naturalistes, mais qu'on pourrait très bien imaginer aussi déployer auprès du grand public. Alors, le coût des analyses ADN est encore assez élevé, mais suivant ce qu'on cherche, on peut faire baisser aujourd'hui le coût des analyses à quelque chose comme 100, 150 euros pour identifier une espèce. Et somme toute, on n'est pas très loin de ce qui pourrait devenir un jour accessible. Voilà pour témoigner rapidement de ces sujets. Alors les lampiridés, c'est 2638 espèces de par le monde, sont des insectes, des coléoptères en l'occurrence. C'est pas forcément évident pour tout le monde quand on voit la larve ou la femelle adulte, mais ce sont bien des coléoptères, même si une partie d'entre eux ou des sexes ont perdu leurs élytres ou non plus que des élytres vestigiales. Et une grande partie d'entre eux sont aptères ou incapables de vol. Je pense par exemple à la luciole lusitanica dans le sud de la France, dont la femelle a priori ne vole pas, bien qu'elle soit pourvue en élytres et en ailes, et qui sont connus pour être bioluminescents. Les 2638 espèces ne sont pas toutes bioluminescentes, mais toutes les espèces françaises de lampiridés, a priori, sont bioluminescentes. Elles sont bioluminescentes à quasiment tous les stades, de l'œuf à la nymphe, également l'adulte. Mais pas forcément bioluminescentes dans toutes les conditions. Il y a des lampiridés dans le monde qui ne sont pas bioluminescents, tout simplement. Et quand on disait carnivore, on a là une photo très sympa où on voit une larve de Lampiris noctiluca qui est en train d'embrasser, c'est le baiser de la mort, une bonne grosse limace. Et puis quand je dis baiser de la mort, c'est qu'en fait, elle injecte un produit à la fois paralysant, insensibilisant, mais qui va aussi digérer la proie de l'intérieur. Et après, il n'y a plus qu'un liquide à sucer. Et on le voit assez bien et beaucoup mieux dans les escargots quand on a cette espèce de flaque au fond de la coquille. Et c'est un potage dans lequel viennent s'abreuver les larves en question. Il va falloir que j'accélère parce que je vois que le temps tourne. Mais je vais aller très rapidement sur le sujet de la bioluminescence. Vous avez 2900 organismes terrestres qui font de la bioluminescence dans le monde. On parlait précédemment de 2638 espèces de lampiridés. Donc en gros, les lampiridés, c'est la quasi-totalité des trucs qui font de la bioluminescence en mode terrestre. Pas la totalité, bien sûr, parce que vous avez un certain nombre d'autres organismes. Vous avez des champignons, vous avez un scolopendre d'enfance, vous avez une limace, vous avez des vers de terre, vous avez tout un tas d'organismes qui en font, mais finalement très peu d'organismes au sein des autres groupes que le groupe des lampiridés, qui constitue quelque part un groupe un peu exception en matière de lumière. Et pour gagner un peu de temps, je saute la partie chimie sur la production de lumière froide, puisque c'est bien le cas, on produit de la lumière sans produire de chaleur, à la différence des ampoules plus classiques. Quelques fun facts, alors juste pour le clin d'œil sur les lampiridés, alors c'est pas 3, c'est 5, mais les lampiridés, ils ont un certain nombre de spécificités, on parlait de la lumière, mais ça peut être aussi des spécificités en termes chimiques pour pouvoir s'empoisonner et devenir immangeables.
Certains lampiridés, au cours de l'évolution, ont perdu cette capacité à fabriquer les molécules qui les rendent immangeables. Et donc, on a le cas de Madame Fatal, en tous les cas, c'est comme ça que je l'appelle, le futuriste femelle, qui, lui, va mimer les signaux lumineux d'une femelle d'une autre espèce pour attirer les mâles, pour pouvoir les manger et surtout en récupérer, au-delà de l'apport trophique, y récupérer les molécules qui lui permettent de s'empoisonner. On peut avoir aussi des phénomènes assez sympas chez l'Empyridée, comme la synchronicité des lumières, c'est-à-dire des insectes qui se mettent à faire des lumières synchrones, à clignoter en même temps. On n'a pas ce phénomène en Europe, mais dans un certain nombre de régions, notamment tropicales, c'est des phénomènes extraordinaires. Ce que j'ai appelé le champ des lucioles, et puis tout à l'heure, on parlait, il y a encore quelques instants, de ce sujet du bruit et de l'identification des insectes par le bruit. Je travaille depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années, sur des capteurs pour faire de l'identification automatisée de chauves-souris et de sauterelles. On identifie aussi les vers luisants. Parce que le mâle, quand il vole, il chante un petit cliquetis qui signifie pour les chauves-souris « je ne suis pas bon à manger, je ne suis pas bon à manger ». Alors certes, les chauves-souris ne parlent pas le langage des vers luisants, mais quand elles en ont croqué un qui avait vraiment mauvais goût et qui lui chantait « je ne suis pas bon à manger », la fois suivante où elle en croise un qui chante « je ne suis pas bon à manger », elle n'y goûte pas. Donc ça fonctionne relativement bien. J'ai appelé ça nez de chien aussi parce que nos amis belges ont fait des expérimentations absolument extraordinaires dans lesquelles ils ont dressé des chiens pour chercher des lamproïsas avec un taux de réussite assez exceptionnel. Donc on peut imaginer faire de l'entomologie d'une façon différente, surtout pour des insectes qui peuvent être discrets en journée. Donc même ceux qui travaillent sur les lampiridés peuvent travailler la journée. Et puis, nombreux sous la lumière, un clin d'œil aussi à ceux qui ont parlé ce matin de pollution lumineuse. On a travaillé à un moment donné sur un projet de corridor sur le sujet de la lumière entre la France et la Suisse. Et on était parti du postulat que quand on comptait les vers luisants, plus on en comptait, mieux ça allait pour les vers luisants. Et puis on a fini par comprendre, notamment avec l'aide d'un collègue belge, qu'en fait, c'était pas vrai du tout. Une femelle ver luisant dans une zone où il y a de la lumière va avoir des difficultés à trouver un mâle, et donc au lieu de rester allumée une ou deux nuits le temps de trouver son mâle, va rester allumée 1 ou 2 semaines, voire davantage, jusqu'à dépérir totalement. Et en fait, dans les zones où on a de la pollution lumineuse, on a tendance à trouver plus de vers luisants. En fait, on en observe plus simultanément, mais ce n'est pas du tout un indicateur du fait que la population soit en bonne santé à cet endroit-là. Et donc, ça a remis en cause beaucoup de suivis qu'on faisait dans le cadre de l'Observatoire des vers luisants et qui font que certaines choses et certaines interprétations finalement des données sont parfois totalement contre-intuitives. Et j'ai prévu une revue rapide des espèces de Bourgogne-Franche-Comté avec quelques données et quelques appels à contribution, quelques données qui sont nouvelles pour votre région, en tous les cas nouvelles pour les milieux naturalistes classiques, et quelques données qui mériteraient d'être vérifiées par vos réseaux, parce que ce seraient des premières, sauf si dans la salle, il y en a pour lever le doigt à un moment donné en me disant « si, moi j'en ai à tel endroit », et on sera ravis de compléter les cartes. Et c'est des discussions qu'on a eues aussi avec des structures de Bourgogne-Franche-Comté, je l'évoquerai dans la toute dernière diapositive. Et ces diapositives, elles ont été conçues non pas pour une présentation comme aujourd'hui, même si elles ont été conçues dans le cadre de la présentation pour aujourd'hui, elles ont été conçues pour que vous puissiez les réutiliser sur le terrain et pour vous-même par la suite, donc avec un maximum de détails. Donc il y a beaucoup de choses écrites, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, et je vous laisserai revenir plus tard sur les choses écrites si vous voulez prendre du temps sur les lampiridés en Bourgogne-Franche-Comté. Et surtout, un grand merci à Lucas Bénèche, qui a fait un gros travail sur les lampiridés en France et qui nous a autorisé à réutiliser à la fois ses descriptions et une partie des photographies utilisées dans son document. Alors, le plus classique, c'est le ver luisant, j'allais dire commun, l'Empyris noctiluca, lui, il est partout. Il n'y a pas grand-chose à en dire, tout le monde le connaît, et finalement, ce qui est important, c'est pas de le connaître lui, c'est de connaître les autres pour ne pas le confondre avec lui, parce que lui, il est vraiment partout, et il représente probablement plus de 99% des données. Le second, c'est Phosphènus hemipterus. C'est un tout petit ver luisant, très différent, en particulier le mâle que vous pouvez voir sur la photo d'en haut, qui est très différente d'un ver luisant classique avec des grandes antennes et tout. Lui, il est extrêmement discret. Il est partout probablement lui aussi, connu de l'ensemble des départements de votre région, mais il ne fait de la lumière que quand il est dérangé, et encore, c'est une très faible lumière. Et donc, le nombre des témoignages qui remontent
du point de vue des sciences participatives, est forcément très faible, mais on en a quand même quelques-uns. Le suivant, l'Amproisa mulsanti. Mathurin Carnet me disait que vous aviez un département dans lequel il était connu. Nous, on le connaît dans 2 départements, avec photographie à la clé. On ne peut pas exclure qu'il soit présent un petit peu plus largement, mais il le sera de toute façon qu'à la marge. Et vous avez un phénomène au travers duquel on voit la lumière par le dessus du verre luisant, contrairement au verre luisant classique qui retourne le corps pour exposer sa lumière. Diapositive suivante. Celui qui est possiblement chez vous, c'est l'Empiris iberica. Il ressemble comme 2 coups d'eau à l'Empiris noctiluca classique. Il a une petite ligne un peu plus claire le long des élytres sur la partie centrale, mais grosso modo, à moins d'être un expert parmi les experts, et encore celui-même qui les a décrits n'est pas toujours capable de les reconnaître, c'est la génétique qui les différencie. Et là aussi, à un moment donné, peut-être qu'il va falloir piocher un peu côté génétique pour savoir ce que vous avez chez vous, si vous voulez être sûr de cocher le Lampiris iberica. L'Amproisa splendidula, un autre Lamproisa qui est plutôt plus nord-est de la France que Bourgogne-Franche-Comté. Nous, on a 2 signalements qu'on a classés en probables sur le Doubs et le Jura. Sans photographie, mais avec un témoignage qui était très clair, très précis, d'un insecte qui faisait de la lumière, sans flash, en tous les cas avec des séquences longues de luminosité en vol. Ça mériterait probablement validation par un naturaliste sur le terrain. Nous, elles sont classées probables dans nos données. Et puis, vous avez une luciole exotique qui commence à être bien connue des naturalistes locaux. C'est Luciola italica, qui est dans le village de Blussangeau, dans le Doubs. Donc, c'est une introduction avec une population qui réussit assez bien à vivre et à se maintenir, mais visiblement sans capacité à aller au-delà de là où elle est implantée. Et puis, vous en avez une qui finira probablement par arriver. Elle est partie d'Amérique du Sud pour arriver en Espagne. En Espagne, elle a eu, en Catalogne en particulier, elle a eu un certain succès reproductif. Elle a passé les Pyrénées à plusieurs endroits. Et aujourd'hui, elle est dans les Pyrénées-Orientales. Elle va vite, plusieurs kilomètres par an. Plusieurs dizaines de kilomètres les bonnes années. Elle a été stoppée net par la sécheresse, mais cette année, elle a pu avoir des populations assez exceptionnelles. Et à défaut d'être capable de grignoter le territoire 10 à 20 km par 10 à 20 km, qui mettrait un peu de temps pour arriver chez vous, il va forcément y avoir des introductions secondaires. Notamment, on en a trouvé dans des producteurs de plantes. On a trouvé des lucioles dans leur serre. Et donc, on pense qu'à un moment donné ou un autre, sa population risque d'exploser par export de larves dans des pots de fleurs. Une grosse différence par rapport aux autres lampiridés. Au lieu de manger des escargots ou des limaces, elle mangerait plutôt des vers de terre, celle-ci. Et puis, donc je ne rentrerai pas dans le détail, je viens de dire l'essentiel, mais en éliminant les populations de vers de terre, on peut craindre qu'elles puissent avoir un effet important sur les écosystèmes et les agrosystèmes. Et dans le cadre d'une aventure qui est financée par France Nation Verte avec l'Agence de l'eau, on est en train d'étudier l'avancée de cette luciole et son impact sur les écosystèmes. Donc c'est un partenariat avec ces 2 structures, le groupe associatif Estuaire et le CNRS. On a déjà quelques publis et on vous en prépare d'autres sur ce sujet. Et puis voilà, pour terminer, je serais bien resté sur un extrait de nos données de l'Observatoire des vers luisants qui est centré sur Besançon. En bleu, les données récentes. En orange, les données qui ont plus de 5 ans. En noir, des absences d'observation, qui sont des données qui ne sont pas forcément toujours recherchées, mais ce sont des gens qui nous disent « Moi, dans mon jardin, je n'en ai jamais eu ». Et collecter les absences d'observation est une démarche naturaliste rare, mais on pense qu'elle peut avoir un intérêt certain et on aimerait essayer d'avancer aussi sur ces sujets-là. Je crois que c'est fini. Je vous laisse notre site internet asterela.eu et il manque une diapo. Et j'en suis désolé, visiblement la dernière diapo ne s'affiche pas ou ne s'affiche pas correctement, mais je voulais remercier Mathurin Carnet et la structure dans laquelle il travaille, et avec qui on a eu des échanges sur les lampiridés.
Et aujourd'hui, la nouvelle organisation qu'on a sur nos données à l'échelle de l'Observatoire fait qu'on va pouvoir la partager et qu'on a des données qui sont nettement mieux organisées, qui sont rattachables à des photographies et des observateurs. Et je pense que l'enjeu dans les prochains mois, les prochaines années, c'est de faire une connexion entre le milieu naturaliste et les sciences participatives pour pouvoir avancer mieux, plus vite. On le voyait du côté des papillons, de iNaturalist, etc. Il y avait des vraies opportunités et on voudrait ouvrir les mêmes opportunités sur le sujet des vers luisants. Et vous voyez par exemple que sur le sujet du lamproïsa, on avait certainement intérêt à travailler ensemble pour aller chercher quelques nouvelles espèces pour votre région. Voilà, je ferme et je clôt le sujet, mais merci pour votre écoute. Merci. Il y a probablement des questions et des remarques. Moi, j'ai déjà Phosphénus chez moi, couramment dans mon jardin, mais j'ai trouvé que le mal. Alors voilà, j'ai une question. Moi, c'est que j'en avais dans mon jardin il y a une dizaine d'années. Je ne les vois plus. Et la question, bon, alors c'est peut-être que je me couche trop tôt. C'est l'âge. Hein, voilà, c'est peut-être ça. La question, est-ce qu'il y a une heure et une température optimale où on optimise les rencontres? Alors, vous allez... Oui, mais... Alors, je ne garantis pas l'applicabilité au genre homo, mais oui, 3/4 d'heure après le coucher du soleil, c'est là où vous commencez à observer et ça va durer pendant 1 heure de façon à peu près constante. Et la meilleure période, c'est la période de reproduction, parce que c'est là où effectivement ils vont être les plus lumineux. On peut repérer les larves, par exemple. Donc, période de reproduction, c'est quand? Eh ben, ça dépend des espèces. Et c'est très variable d'une année à l'autre. Ça dépend de la météo. Je ne connais pas la Bourgogne-Franche-Comté, donc sans consulter les données, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je ne pourrais vous répondre dans de bonnes conditions que pour la Vendée. Pour nous, c'est la fin juin que la reproduction commence. Et suivant les années, la période de reproduction dure 10 jours ou 2 mois. Et donc, à voir pour vos données localement. Vous voyez que je ne peux pas me projeter comme ça en un clin d'œil sur votre territoire pour vous dire la meilleure période. Pour le coup, j'ai bien peur que mes zéros soient des vrais zéros, mais bon. Et peut-être juste le genre lamproïsa mulsantilli sera là avant. Vous allez le voir avant le ver luisant classique. Et donc, il est sous-observé parce qu'il est assez tôt dans l'année. Vous racontez tout ça sur le site? Oui. Alors, sur le site, non, pas aussi bien que vous le suggérez. En revanche, dans la publication de Lucas Bénèche, qui est directement téléchargeable sur le site, oui, et vous allez même avoir une grille avec toutes les périodes auxquelles on trouve chacune des espèces. Parfait, merci. Avec plaisir. Oui, Daniel Sirux, Société d'Histoire Naturelle d'Autun, Observatoire de la Faune de Bourgogne. Donc Mathurin Carnet, oui, ça fait partie de mon équipe et qui m'a signalé qu'il serait bien que... Donc on avait fait avec le CBN ORI, d'Observatoire Régional des Invertébrés, et la SHNA et l'OPI, une enquête justement qui relayait votre enquête. Donc on vous a fait remonter les données. Et ce qui est bien après, c'est qu'il y ait des échanges, comme vous venez de dire, qui se créent... on va dire systématiquement, on va dire à un moment donné, quoi. C'est important. Mais du coup, maintenant que c'est bien organisé, ça devient possible dans de bonnes conditions. Merci. Alors qu'avant, on avait un grand pot commun. J'ai eu une alerte de Mathurin qui me dit oh là 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 là. Donc c'était très bien, merci. Non, c'est vraiment devenu facile parce que pour nous maintenant, exporter un jeu de données pour un département ou pour une série de codes postaux, ça prend 5 minutes. Et donc, ça permet de vraiment travailler dans de bonnes conditions. C'est important qu'il y ait des échanges avec les équipes de terrain, quoi. Mais on se tient vraiment à disposition pour ça et on va pouvoir avancer dans de bonnes conditions. Merci. Surtout que maintenant, on a les photos, ce qui permet de garantir l'identité de ce qui a été observé. Alors que dans les sciences participatives classiques, on l'évoquait, les taux d'échec ou les taux de déchets peuvent être relativement importants. Et on voit bien que dans la description du comportement lumineux, on a parfois un peu tout et n'importe quoi dans la façon dont les gens transmettent l'information. Et donc, on doit être vigilant sur le contenu, mais ça peut faire autant de pistes intéressantes en termes purement naturalistes, comme on le disait pour le lamproïsa en question. Et si c'est bon pour tout le monde... Oui, ces temps-ci, j'ai beaucoup de pommes qui tombent, quelques-unes qui ont explosé, et je trouve souvent des larves en train de sucer l'intérieur des pommes. Alors, c'est des comportements qui ont été décrits. J'ai pas d'avis sur la question. En revanche, moi, je les ai souvent vus sur des pommes en train de consommer des toutes petites limaces, qui elles aussi ont l'air d'adorer ça. Et donc, je ne sais pas si on est dans un comportement j'ai les primaire ou images, je secondaire. les envoie d'ailleurs de temps en temps là, Mais sur votre site. on a un certain Et en nombre ce de moment, choses comme ça. j'ai de
de nombreuses observations de petits, vraiment de toutes jeunes larves. Et pardon, casser la juste croûte. pour rebondir sur ce que vous disiez, un des autres énormes progrès de la nouvelle organisation, c'est que les gens pouvaient verser leurs données, ils ne savaient pas ce qui arrivait, ils pouvaient même pas être certains que la donnée était arrivée dans de bonnes conditions ou autre. Maintenant, chaque observateur peut accéder à l'ensemble des données qu'il a transmises, y compris une carte de ces données et l'ensemble des informations qui sont rattachées à la carte. Donc il y a vraiment la possibilité de revenir sur ces données aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous avez fait des photos sous UV de ces insectes? Alors, moi pas, Et mais qu'est-ce la que ça personne donne? Est-ce avec que c'est intéressant ou pas? la personne avec qui on travaille sur les sujets de bioluminescence et sur les sujets de phosphorescence et compagnie. Et à ma connaissance, on n'a pas de réactivité particulière de ces espèces aux ultraviolets. À ma connaissance. Ça demanderait confirmation de la part de Marcel Coquenne, qui est le spécialiste de ce sujet. Et je peux vous transmettre les coordonnées de Marcel Coquenne, qui répondra avec certitude à la question. Pas d'autres interventions? Eh bien, adjugé, et merci pour votre écoute. Excellent.